À force d'essayer d'atteindre l'excellence, les sportifs de haut niveau développent des compétences comportementales ultra pointues. Et si nous pouvions utiliser toutes ces compétences, ces méthodes, ces rituels, ces bonnes pratiques dans notre vie professionnelle pour mieux performer en entreprise? Je suis David Fass, le fondateur de Maggie, l'entreprise qui transforme les sportifs de haut niveau en consultants sur les soft skills et plus globalement sur les enjeux humains pour les aider à financer leur carrière. Et dans ce podcast, je vous propose de découvrir nos championnes et nos champions et leurs expertises pour découvrir en quoi ils peuvent vous aider à mieux atteindre vos objectifs pro et même personnels. Bonjour Mathieu. Salut David. Et hyper content d'échanger avec toi aujourd'hui. Tu étais intervenant du coup chez Maggie sur des thématiques de prise de fonction managériale et aussi de thématiques plus de cohésion d'équipe et de performance collective. Mais du coup, je vais peut-être te laisser te présenter pour que les gens comprennent bien pourquoi tu interviens sur ces thématiques-là. Alors écoute, moi je m'appelle Mathieu Blin, je suis né à Paris dans le 15e arrondissement à l'hôpital Boucicaut qui n'existe pas. Je parle de Paris puisque j'ai ensuite fait une carrière dans le rugby et Paris, le nord de la France et le rugby, c'est pas forcément automatiquement classique. Je suis papa de 3 enfants, j'ai fait des études au sport-études au lycée Lacanal à Sceaux. J'ai passé mon bac ES, c'est l'équivalent du bac éco. Et puis ensuite, je suis parti en STAPS. Pourquoi ? Parce que j'ai une culture intergénérationnelle autour des profs de PS, puisque mon grand-père, ma grand-mère, mon oncle, ma tante, ma cousine sont profs de PS. Mon frère a fait STAPS, mon père a fait STAPS. Okay. Bref, il n'y a pas que des profs, mais il y avait en tout cas cette filière-là autour de l'activité physique et sportive. Je l'ai surtout fait parce qu'à Orsay, c'était à côté de Paris, parce qu'il y a un gymnase qui porte le nom de mon grand-père, et puis parce qu'il y avait plein de rugbyman d'Île-de-France qui étaient là. Donc moi, j'ai commencé le rugby à 11 ans. C'était en Seine-et-Marne, à côté de Fontainebleau, dans le club de Saint-Pierre-les-Nemours. Et ensuite, j'étais au Racing Club de France, qui s'appelle maintenant le Racing 92, et qui joue à la U Arena avant de repartir au stade Yves du Manoir après les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et j'ai fait toute ma carrière professionnelle au Stade Français Paris. Donc de 1997 à 2010, c'était des années évidemment extraordinaires puisque le Stade français a bien gazé, comme on dit. On a fait beaucoup de finales de top 16, top 14, finales de Coupe d'Europe perdues. Et j'ai surtout eu la chance d'être entouré par les meilleurs joueurs français et internationaux. C'est vraiment ce qui m'a permis d'avoir une carrière assez dingue jusqu'en 2010. En 2010, je suis devenu président du syndicat des joueurs de rugby. Ça s'appelle maintenant l'Union des joueurs et des joueuses de rugby professionnel. En 2012, je suis parti comme entraîneur des avants du club d'Agen, le SUA. Et en fait, j'y suis resté 5 ans. Première année en tant qu'entraîneur des avants et ensuite, pendant 4 ans, j'étais manager général du club sur le développement du sportif. Et les 2 dernières années, j'avais une double casquette puisque j'étais directeur exécutif. Donc, je développais tout l'administratif. Ça a été une aventure formidable où les choses ont très bien marché. Là aussi, bien sûr, grâce à celles et ceux qui étaient autour de moi. En 2020, j'ai pris la direction générale du club de Suresnes, qui est un club de rugby en Île-de-France qui est en train de se développer. Et en même temps, j'ai repassé un executive master à Sciences Po, qui était très important pour moi, puisque j'ai une vraie appétence et un vrai goût pour la performance globale, c'est-à-dire prendre en compte l'ensemble des secteurs et pas simplement dans mon milieu, en tout cas sport, la performance sportive. Autour de ça, bien sûr, dans beaucoup d'engagements dans différentes associations. Là, je suis coprésident du comité d'orientation de la Fondation pour le sport inclusif et puis beaucoup d'engagements sociétal. On est en plein mouvement électoral en ce moment. Voilà, j'ai pu beaucoup participer à pas mal de campagnes. Ok, merci. Tu as fait énormément de choses. On sent que tu as eu plusieurs vies, entre guillemets. J'ai plein de questions à te poser sur plusieurs choses que tu viens de dire. À quel moment tu as été dans un projet de vraie performance, entre guillemets? J'imagine quand tu étais plus jeune, c'était pour faire du sport et t'amuser. Est-ce que tu as eu un déclic à un moment de te dire en fait ça va être mon métier, c'est ça que je veux faire? Le déclic, il a été pour penser à peut-être essayer d'aller performer dans le haut niveau, une fois de plus en suivant les copains. Je pense que dans la vie, on suit souvent des gens, on a souvent des inspirations, des hommes ou des femmes qui nous font penser qu'on aimerait bien suivre ce parcours-là. Donc dans mon club de Seine-et-Marne, j'avais des joueurs qui étaient déjà partis et en sport-études au lycée Lacanal à Sceaux et au Racing. Et moi, je voulais faire comme eux. Okay. Donc je les ai suivis. Donc à partir de 15 ans, effectivement, en étant interne dans le sport-études, je me suis dit que c'était vraiment ça que j'avais envie de faire le plus possible. À 18 ans, j'ai eu mon bac. Je suis rentré à la faculté à Orsay, où il y avait une grosse équipe de rugby de première division universitaire. Et donc, je pouvais faire les deux. Et au fur et à mesure, je continuais à vouloir espérer
potentiellement décrocher un contrat, puisque le rugby était professionnel depuis 95. On est dans les années 97, 98, 99, 2000. Donc c'est un peu au début d'une totale professionnalisation. Et on est champion de France junior, donc c'est avec les copains de mon âge en 99. Bernard Laporte est entraîneur de l'équipe du Stade français. Championne de France en 98. Et pour l'intersaison 99-2000, Bernard Laporte prend une petite dizaine de joueurs des juniors dans l'effectif de l'équipe première. Premier contrat espoir signé, donc c'est l'équivalent d'un presque un contrat professionnel. Et en fait, ça s'est super bien passé. Et tout s'est vraiment accéléré en 99. J'avais 22 ans. Je faisais partie de ceux qui étaient à maturation un peu plus tardive, de par un physique qui n'était pas énorme, avec des qualités intrinsèques physiques qui étaient pas bonnes. Mais en ayant développé une passion du groupe, j'ai toujours été capitaine à tous les étages. Je me suis même retrouvé capitaine du Stade français avec des joueurs qui étaient internationaux français ou d'autres pays, qui étaient évidemment bien meilleurs que moi, bien plus connus que moi. Mais j'étais parmi ceux qui arrivaient à réunir tout le monde au moment voulu. Ok, hyper intéressant. Et du coup, fait assez incroyable, alors peut-être que ça se faisait un petit peu plus avant que maintenant, mais après, tu es resté dans le même club sur toute ta carrière en tant que joueur, en tout cas. Alors, ça se faisait un peu plus avant, mais un peu comme dans le monde du travail, de manière générale. En 2024, maintenant, les gens ont entre 2, 3, 4, 5 boulots différents durant toute leur vie. Ceux qui sont nés dans les années 50 ont plutôt 1 ou 2 boulots. Et puis, ceux qui étaient nés dans les années 1920, il y avait un seul travail. Donc, le fait de rester dans le même club, il y avait aussi une opportunité assez incroyable. J'étais dans l'une des meilleures équipes françaises qui me permettait de vivre les plus grandes compétitions, les plus grands moments. C'était la ville de Paris, là où je suis né. Et donc, ça réunissait vraiment tout, puisqu'il y avait mes copains, il y avait ma famille qui était autour. Et puis, c'était mon militantisme parisien par rapport à un rugby qui appartient au sud-ouest ou au sud-est, qui est souvent intergénérationnel. Donc, moi, le sport l'était. Le rugby, non, mais c'était dans ma ville. Et donc, force et honneur 75, quoi. Excellent. Et du coup, tu as quand même eu t'as un super palmarès. Tu as eu 4 titres de champion de France, quand même. J'en parle parce que tu l'as mentionné et tu as dit justement au niveau européen, j'ai pas gagné. C'est un truc qui t'est resté en travers de la gorge ou... Oui. Alors déjà, il faut remettre le contexte d'une épopée au Stade français qui était juste dingue. Là, on va parler du sportif, mais on parlera aussi de ce qui s'est fait autour et qui est très lié aux besoins d'innovation, notamment que les entreprises doivent avoir. J'ai fait 5 finales de top 14 et top 16 à l'époque, mais top 14 ensuite. Donc 2000, 2003, 2004, 2005, 2007. 4 gagnés, donc ça, c'est juste extraordinaire. 2 finales européennes, une en 2001 au Parc des Princes contre le Leicester, où il y avait beaucoup de joueurs internationaux de l'équipe anglaise qui a été championne du monde en 2003. Et en 2005, à Murrayfield contre le Stade Toulousain. Là, c'était une finale franco-française. Les deux perdus, de 3 ou 4 points. Donc oui, ça, c'est un vrai regret. Et il manque ça. Et puis en 2002... là aussi, Bernard Laporte est sélectionné dans l'équipe de France et j'apprends ma sélection puisque Yannick Bru, qui est le manager de l'UBB, se blesse. Donc, je suis convoqué en équipe de France, la très grosse, ce qui était évidemment lunaire pour moi puisque je ne correspondais pas aux standards. Donc, comme quoi tout était possible. Pour le coup, Bernard Laporte ne faisait pas de cadeaux, donc c'était en lien avec les performances. Je me suis cassé la jambe le mercredi alors que le rendez-vous était le samedi. Donc, j'ai jamais réussi à retourner en équipe de France. C'était une année de grand chelem pour les Bleus. Donc j'ai des sélections d'équipe de France A, mais je n'ai jamais eu ma sélection dans la grande équipe de France. Donc c'est cette grande Coupe d'Europe aux grandes oreilles et ce coq de la très grande équipe de France qui est encore un vrai regret et émouvant intérieurement. Ouais. Ok. D'accord, hyper intéressant. Tu as eu une sélection que tu n'as pas pu honorer, quoi, parce que j'ai la convocation. La convocation. Je la garde précieusement. Okay. Mon frère a gardé l'ensemble des choses qui pouvaient être dites pendant toute ma carrière. Il m'a offert plusieurs classeurs sans le savoir. Génial. Mais la convocation, c'est moi qui l'avais reçue et elle est gardée bien au chaud. Ouais. Ok, et une petite question un peu perso, mais dans ta manière de présenter les choses, tu dis que tu étais entouré de joueurs qui étaient meilleurs que toi. Pareil, sur ta sélection, tu dis que c'était une chance, etc. Il y a, quand on parle de complexe de l'imposteur, etc., que les gens vivent énormément d'entreprises, c'est quelque chose que tu
que tu vis ou tu constates juste par les faits? Pour toi, Non, je l'ai beaucoup eu. Je peux l'avoir encore quand je regarde dans le rétro la carrière. J'ai encore un peu de difficulté à dire que ça m'appartient Mmh. entièrement et totalement. Donc il faut que j'arrive à dire que c'est évidemment grâce à moi. Certainement en premier parce que ça a duré longtemps, que ça m'a demandé énormément d'efforts, notamment psychologiques. Ça m'a beaucoup abîmé, beaucoup fatigué. Mmh. Mais je sais aussi que dans ce sport collectif par excellence de combat, quand tu es en première ligne et que tu es à l'honneur, si tes deux piliers ne sont pas très Mmh. solides, tu n'existes pas. Si ceux qui montent en touche très très haut, quand bien même on les soulève, n'ont pas une dextérité et une souplesse très importante, les ballons que tu lances ne sont pas forcément toujours optimisés. Donc je crois que évidemment que j'avais des qualités physiques, de mobilité, d'intelligence pour pouvoir me positionner. J'étais plutôt hargneux et très combattant. Et en même temps, j'avais pas un corps et un Mmh. morphotype qui me permettaient de m'imposer. J'ai beaucoup développé le côté leadership, ou en tout cas Ouais. l'importance du chemin partagé par un groupe, l'importance de chaque individu, quand bien même il y ait de simples soldats ou de très très grandes stars. Il faut de tout pour que l'équipe performe. Mais oui, alors plus que le syndrome de l'imposteur, qui est quelque chose théorisé, hein, que Mmh. beaucoup de dirigeants notamment ont, et qu'il faut arriver à détricoter, euh, il a fallu que j'arrive à m'approprier vraiment cette réussite-là. Et c'est plutôt le temps qui m'a permis de le faire. Le temps et le fait que ça ait duré. Si ça avait été que 1 ou 2, 3 ans, Ouais. j'aurais pu dire que, comme beaucoup, j'ai eu un grand coup de chance et un grand coup de bol. Comme ça a duré très longtemps et que je continue dans le rugby, c'est que ça m'appartient complètement aussi. Ok. Ok, super. Il y a un autre aspect de ta personnalité qui ressort. Enfin, t'en parles, du coup, tu as été capitaine ou tu as eu des rôles, en tout cas, de leader au sein d'équipe. Ça a été quelque chose qui s'est fait progressivement ou tu as toujours eu un peu ça en toi, même, tu vois, juste quand tu étais plutôt avec tes potes à 13-14 ans, tu avais déjà un peu un rôle de créer du lien dans un Ouais, groupe. le créer du lien ou essayer de faire en sorte que le groupe dans lequel je suis, évidemment, fasse des conneries, s'amuse, mais ait une responsabilité d'être un groupe cool. Ça Mm. a toujours été depuis que je suis tout petit. Mais Ok. depuis toujours. Et je peux même me remonter à très loin. Quand j'étais très jeune, j'ai des très grands souvenirs de 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Je rangeais ma chambre, toujours. J'avais un côté un peu maniaque, qui était ma manière à moi, certainement, de sécuriser mon Mm. environnement. J'avais besoin de changer les meubles et la place Ok. des choses dans ma chambre, depuis toujours. J'ai pas eu besoin de remettre en cause l'autorité très fortement. J'ai été assez mature et assez autonome très rapidement. Et depuis toujours, et depuis tout petit, et notamment les jeunes catégories, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, j'ai toujours été capitaine. Donc c'est quelque chose qui faisait partie de mes soft skills. Ouais. C'est quelque chose que j'ai évidemment à un moment donné essayé de rendre totalement opérationnel, efficace, efficient et servant aux autres. J'avais une capacité de parler, j'avais une capacité de synthétiser, j'avais Mm. une capacité de, de- de- d'engager un mouvement collectif très fortement, mais j'avais aussi le défaut de trop parler, Mm. trop en dire, éventuellement prendre trop de place. Donc ça, je l'ai beaucoup travaillé, et ça a duré même dans le milieu professionnel, et je redis, même avec des joueurs, entre guillemets, où il n'y a pas besoin qu'ils soient entourés par qui que ce soit sur Ouais. ça, tellement ils amènent, eux, et tellement ils ont leur routine. Donc oui, moi, je l'ai énormément développé, je le revendique, parce que je trouve que c'est une belle qualité, à partir du moment où c'est un capitanat, ou en tout cas un leadership, qui n'oublie jamais de parler de toutes celles et tous ceux qui font partie de la team, quoi. Ouais, ok, c'est intéressant. Tu penses que dans les entreprises, bon, t'as des managers qui ont des équipes. Au sein de ces équipes, il y a rarement une personne qui est érigée en tant que capitaine, alors que c'est une notion qui est intéressante. Mais tu penses que c'est important d'avoir ce type de profil qui peut-être un peu moins bon techniquement, mais qui va être le profil qui, lui, réussit à rassembler les autres, quoi. Alors, ça me paraît évidemment essentiel. Et ce qui est déjà très intéressant de dire, c'est qu'il y a plusieurs formes de leadership, Mm, ou il y a plusieurs formes de capitanat. bien sûr. Des capitanats parce que certains savent synthétiser oralement les choses, d'autres parce que sur le terrain, ils font preuve d'excellence et ils montrent le cap, d'autres parce qu'ils ont des qualités physiques tellement importantes Mm, qu'ils imposent une direction et un engagement. Donc déjà, je trouve que c'est important de pouvoir dire qu'il y a plusieurs formes
de leadership ou de capitanat. Ça veut dire que ça devrait ouvrir le scope, notamment dans le monde de l'entreprise, à peut-être d'autres profils que l'on n'imagine pas, et peut-être pas que prendre ceux ou celles qui sont les plus braillards ou qui parlent le plus ou qui affichent une assurance plus importante. Il y a peut-être des gens qui sont un petit peu plus timides au départ et qui seraient pourtant de très gros leaders. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ça me paraît aussi évidemment très important dans le monde de l'entreprise, de détricoter la verticalité qui était plutôt une aliénation des personnes, les unes au-dessous des autres, les N+1, les N+2, les N+3, alors qu'on se rend compte en 2024 que ce sont les managers ou les leaders de proximité qui parlent aux équipes. Ceux ou celles qui sont plus hautement placés ne sont pas forcément très intéressants ou n'intéressent pas beaucoup parce qu'on n'a pas trop de contact. Dire aussi que d'être leader, c'est pas forcément être un expert. Et ça aussi, on parlait tout à l'heure du côté syndrome de l'imposture. Le dirigeant ou la dirigeante, le manager ou la manager, on attend de ces personnes-là qu'elles soient les tout sachants, tout savants et tout contrôle. Alors qu'on est dans des environnements extrêmement complexes, extrêmement ambigus, extrêmement incertains. L'armée des États-Unis a modélisé ça dans les années 90. Ça s'appelle le monde VUCA, volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté. On attend de ces personnes-là qu'elles connaissent tout et qu'elles arrivent à tout. Alors que c'est surtout des personnes qui doivent savoir réunir les compétences pour répondre à un projet et donc à l'exécution de tâches pour réaliser un objectif et avoir une bonne performance. Et donc, j'ai plutôt, moi, tendance à dire que les leaders ou les capitaines, c'est plutôt des généralistes. C'est plutôt des gens qui, justement, ont une connaissance et une appétence d'à peu près tous les secteurs. Dans le monde du sport, ça peut être la préparation physique, l'analyse vidéo, l'organisation des entraînements, la planification, les transports, la manière dont on s'habille, ce qu'on mange. Et à l'intérieur, il faut qu'il y ait des spécialistes, des techniciens pour l'animation offensive, des techniciens pour l'animation défensive. C'est pareil en entreprise. Le dirigeant, pour moi, est un grand généraliste et il doit avoir un ou une responsable de la qualité, de la RSE, de la qualité de vie au travail, des RH, du réseau informatique, de la comptabilité. Et je pense que si toutes les entreprises se mettent à se dire, tiens, nos dirigeants, nos responsables, on veut qu'ils soient le plus à même de pouvoir dire leurs mots, donner leurs avis sur le recrutement des équipes et prendre des experts à mettre les uns et les unes à côté des uns et des autres, c'est à mon avis une belle vision de ce qu'est le management. Il y a une grosse problématique dans les entreprises qui revient souvent, c'est les experts techniques qui deviennent managers, ou en tout cas parfois des personnes qui deviennent managers qui ne sont pas forcément accompagnées là-dedans et qui ne savent pas réellement comment manager, ou en tout cas qui ne sont pas formés à ça. Dans le sport, je fais la comparaison au manager capitana, elle n'est pas forcément hyper pertinente, mais elle peut l'être. Mais quand toi, tu as été capitaine, je pense que ça vient un peu naturellement au début. C'est aussi une pression. Enfin, tu vois, on parle d'environnement incertain. Tu l'as aussi dans le sport. Tu as des saisons qui sont longues, avec énormément de choses, etc. T'as jamais été accompagné, quoi, on va dire, sur ce côté capitana, ou tu as quelque chose? Non, je n'ai pas été accompagné par un préparateur mental ou psychologue ou autre. Au fur et à mesure, j'ai changé beaucoup avec les leaders pour essayer de trouver le compromis qui répondrait aux attentes de ce groupe leader et qui serait le premier outil pour distiller et diffuser ce vers quoi on veut aller. Beaucoup de discussions avec les staffs. Ça aussi, dans le monde de l'entreprise, ce n'est pas suffisamment fait. Les managers ou les dirigeants n'ont pas assez de discussions avec leurs COMEX, avec le conseil de surveillance, avec celles et ceux qui donneraient les visions, alors que c'est absolument fondamental, ne serait-ce que pour pouvoir se resynchroniser en permanence, pour pouvoir être imprégné réellement et de bien comprendre des choses qui sont peut-être imprécisées et qu'on ne voit pas quand on lit simplement un board ou un template de choses à faire. Mais je suis certain surtout que plus que l'ensemble des équipiers, c'est évidemment les responsables qui doivent être accompagnés par des spécialistes de l'organisation, des spécialistes des relations, des spécialistes des capacités à synthétiser ce vers quoi on veut aller, des spécialistes pour pouvoir être en mise en lien et de prendre des psychologues, préparateurs mentaux ou des personnes qui se sont spécialisées dans ces accompagnements me paraît, moi, essentiel. Et c'est souvent pas les personnes que l'on entoure le plus.
alors que c'est celles qui ont le plus de besoins, puisqu'elles sont en interaction avec une très grande diversité de personnes. Le technicien ou la technicienne, on peut même considérer que de temps en temps, il est un peu dans son couloir. Alors, il faut qu'il serve à l'intérêt collectif. En gros, si je fais un parallèle par rapport au sport, il y a beaucoup d'anciens sportifs qui, parce qu'ils ont été professionnels, pensent qu'ils seront de bons entraîneurs. Ce qui n'est absolument pas vrai. Ça demande de l'expérience et ça demande une capacité de formaliser. Une fois qu'ils deviennent entraîneurs, beaucoup d'entraîneurs veulent devenir managers, alors que ce n'est pas les mêmes métiers. Entraîneur de ligne n'est pas le même métier que le travail de manager, qui est lui sur une vision beaucoup plus large. Et donc, il y a beaucoup de joueurs qui se plantent, qui vont beaucoup trop vite, puisque quand tu deviens manager, tu as évidemment une interaction avec tes joueurs. Dans le rugby, c'est 45 joueurs. Ton staff, une quinzaine de personnes, ça fait 60. Mais l'ensemble des gens qui travaillent dans l'administratif, entre 15 et 25. Évidemment, ton président et les différents administrateurs. Donc, tu te retrouves confronté face à une centaine de personnes et les partenaires, les pouvoirs publics, les différents responsables des infrastructures sont aussi des interlocuteurs ou des interlocutrices. Donc, le groupe de parties prenantes est immense. Souvent, on se trompe parce qu'on veut être manager, parce que tu gagnes plus d'argent, parce que tu es plus médiatisé, mais tu es dans une charge de travail immense et il faut prendre le temps. C'est intéressant. Juste reviens très rapidement, tu as parlé de prépa mentale. Toi, tu as fini ta carrière à peu près en 2010-2011. En tant que joueur, il y avait déjà de la prépa mentale. Tu avais fait de la prépa mentale. Aujourd'hui, ça c'est vachement. Ça commence à vraiment s'intégrer dans toutes les cellules de performance. Non, il n'y avait pas de prépa mentale, qui est quelque chose d'ubuesque, puisqu'on passe son temps à développer son outil, le corps. On oublie que le cerveau est le principal outil pour diriger le reste. Et non, moi, j'ai pas suivi, je n'ai pas été accompagné. Le début des accompagnateurs mentaux se faisait, ou c'était psychologue. Et qui sont deux choses différentes, qui peuvent se compléter, mais c'est deux choses différentes. La fameuse fragilité ou invincibilité des sportifs ou des sportifs, qui est une connerie absolue, bien sûr qu'elle doit être traitée par des accompagnants. Et il peut y avoir le besoin d'accompagnants de psychologues, dont le métier, c'est d'aller redétricoter le qu'est-ce qui fait que depuis très très loin. C'est pas pareil que d'un accompagnement mental qui donne des outils pour gérer au quotidien plein de choses. Donc moi, je ne l'ai pas vécu. C'est maintenant un peu obligatoire, c'est même institutionnalisé, même si on peut aller encore plus loin, notamment dans les centres de formation. Bien sûr, pour les plus jeunes, tout cet accompagnement doit se faire chez les plus jeunes. Bien sûr qu'il faut couper les jambes à ce tabou de dire qu'il y a une fragilité, qu'il y a des peurs, qu'il y a des mots MAUX très importants chez les champions et chez les championnes. Évidemment qu'il faut casser la gueule à ça, même presque, tellement c'est, à mon avis, une contrainte. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui se font accompagner par des personnes pour, en permanence, essayer de valider ou évaluer si leur positionnement corporel, leur positionnement sémantique, leur manière de parler, à quel moment ils le choisissent, c'est bien ou c'est pas bien. Ouais, ok. Et donc, tu as commencé à aborder le sujet justement des joueurs qui veulent devenir entraîneurs et parfois après managers qui peuvent se casser la gueule. Toi, c'est ce que tu as fait. Donc, il y a un moment où tu switches vers entraîneur. Donc, tu as quand même un passage où tu rejoins Proval, du coup. Et il y a un moment où qu'est-ce qui te pousse finalement à aller vers le métier d'entraîneur ? Alors, moi, j'ai été, après ma carrière président du syndicat des joueurs, donc là, tu es sur une vision absolument globale, très globale, qui me passionne. Et donc, c'était pas étonnant, au-delà de l'engagement. Là aussi, il n'y avait pas énormément de candidats qui levaient la main pour être président du syndicat. À l'époque, c'était non rémunéré, j'étais au chômage, je passais 80% de mon temps bénévolement à m'occuper des sujets de développement. Donc moi, c'était une passion absolue. Donc déjà, il y avait ce côté dirigeant, performance globale que je mettais en place dans la structure du syndicat. L'opportunité d'aller à Agen, c'est le président d'Agen à l'époque qui me demande d'être entraîneur des avants. Entraîneur des avants, pourquoi ? Puisque moi, je jouais devant. On est en top 14, on descend en Pro D2. Et au mois de janvier-février, en fait, je déclenche un audit personnel et autonome pour essayer de comprendre le truc. Et en partageant tout ce que j'avais vu, le président me dit mais en fait t'es manager toi parce que ce qui t'intéresse c'est toutes les parties prenantes. Donc j'ai dit oui et effectivement moi j'étais je pense meilleur manager que je ne suis technicien. Je peux évidemment parler rugby et je peux entraîner, mais déjà je m'ennuie assez vite et je crois que je suis pas bon comme peuvent l'être ceux qui sont passionnés par ça. Donc le switch il s'est fait assez naturellement et de mon goût au collectif, de mon goût
diriger, d'embarquer, de mon expertise développée autour du Proval et du syndicat. J'étais co-gérant d'un grand établissement restaurant à Paris pendant un long moment, et là aussi c'était un côté organisationnel important. Donc d'être sur le management d'équipe, management de projet, c'est finalement arrivé de manière très naturelle, même si ça a pris plusieurs années. Et c'est pour ça que d'être retourné à l'école, de me mettre en danger et de ne surtout pas passer à côté à cause d'un orgueil mal placé, de dire qu'il fallait que j'apprenne plein de choses encore, ça a motivé mon choix. Ouais. Ce qui est d'ailleurs un peu chiant, parce que si je pouvais être en formation tous les ans, je le ferais tellement c'est passionnant. Quand tu passes entraîneur des avants, tu as une formation d'ailleurs à ce moment-là pour encadrer un groupe sur des aspects techniques. Pas de formation, non, j'ai pas de formation diplômante et diplômée. J'avais été... Quand tu es capitaine et que tu es leader dans une équipe, tu passes beaucoup de temps à réfléchir au plan de jeu, aux formes de jeu. Donc tu as une appétence et une vision naturelle. Mais le transfert pour faire à des gens, ça demande de la formation, ne serait-ce que pour tenir pédagogiquement une séance. Le fait d'avoir été à la fac à Orsay m'avait amené beaucoup de choses sur ça, puisque les 2 premières années, tu étais sur la formation de développement pédagogique et de projet et de discipline. Donc j'avais ça. J'étais consultant pour le club de Massy en 2011. Et donc, non, je me suis jeté dans le grand bain d'entraîneur. Mais en même temps que j'étais entraîneur, la même année, j'ai passé mon DES GEPS, donc c'est le diplôme le plus haut pour pouvoir valider l'ensemble. Donc, je n'avais pas d'expérience forte, même si j'avais une appétence et que j'avais déjà roulé un peu ma bosse. Et j'étais surtout accompagné par le diplôme. C'est aussi pour ça qu'il y a eu ce diplôme de Sciences Po. C'était pour valider le côté autodidacte de mes directions générales successives. Ok. Et d'un point de vue humain, comment tu l'as vécu dans une entreprise? Parfois, tu as des personnes qui deviennent managers. Justement, tu peux avoir ces notions de syndrome de l'imposteur. Tu peux aussi, pas forcément te sentir légitime. Alors toi, c'était pas dans l'équipe dans laquelle tu avais joué que tu es devenu entraîneur, mais humainement, comment tu l'as vécu, toi, de passer dans une autre posture, finalement? Le changement de joueur à entraîneur, et donc surtout manager et dirigeant, c'est assez facilité quand tu montres aux gens que tu es réellement intéressé par tous les secteurs. Donc ça veut dire que tu les rencontres, ça veut dire que tu te demandes à découvrir les spécificités de leur mission. Ça veut dire que très rapidement, tu leur dis que tu vas attendre d'elles qu'elles soient en responsabilité de tâches et en responsabilité de mission. Donc tu valorises ce qu'elles font. Donc finalement, tu es assez rapidement adoubé. Et en même temps, je sais que j'ai pu faire peur parce que j'arrivais un peu comme un bulldozer ou comme une tempête. Et les gens pouvaient se dire, c'est qui lui qui arrive et qui nous parle d'un peu tout, alors qu'en fait, il n'est pas spécialiste de ceci. Donc ça demande de prendre un petit peu de temps de rencontre et de rentrer en confiance. Cette fameuse confiance dont on parle depuis la plus petite enfance pour pouvoir faire des hommes et des femmes les plus droits possibles dans leur pompe, ce qui permet d'avoir des adultes les plus responsables possibles. Cette confiance qui n'est pas assez développée, qui n'est pas assez travaillée dans le monde de l'entreprise notamment, où on demande tout de suite que les gens soient opérationnels, en ne passant pas beaucoup de temps à les faire se rencontrer, se découvrir, sous prétexte qu'il n'y aurait pas de temps. Il faut mieux en perdre un petit peu pour pouvoir performer beaucoup plus après, sur le long terme, quand on sait que la fidélisation des ressources est très compliquée, que les gens ont de plus en plus d'exigences. Donc voilà, prenons le temps à faire se rencontrer les gens. Et donc moi, ça s'est fait assez facilement finalement. Et puis, comme j'adore travailler, je montrais aussi l'exemple sur ma capacité de travail, qui était d'ailleurs excessive, puisque moi, ça m'a amené dans le mur. J'ai fait un burn-out de 2 ans, toujours en prenant très soin des équipes, mais en prenant pas du tout assez soin de moi. Et finalement, en ayant quand même compris à un moment donné que ce trop-plein de travail ou de dévorer ou de vouloir en permanence mettre en place des idées, c'était aussi pour plein de personnes extrêmement dur. Alors qu'au début, je pensais que c'était que positif. Dur à suivre. Dur à suivre, que ça pouvait faire peur, que ça pouvait faire aussi être confronté à des personnes qui disaient « mais je vais jamais être à la hauteur ». Et donc je m'étais trompé en imaginant insuffler, puisque c'était partagé, que c'était vraiment tout le monde avait sa place, que ça ne pouvait être que génial. J'avais oublié de pouvoir prendre là pour le coup un peu de temps pour dire
est-ce que ça convient à tout le monde par rapport au rythme de chacun. Ouais, ok. Intéressant, ouais. Donc le truc sur lequel tu t'es un peu cassé la gueule, c'est plutôt d'en faire trop, D'en faire trop, d'en amener énormément. exactement. Ok. Et que les gens puissent pas suivre ou C'est ça. en tout cas aient peur de suivre. Ok. Intéressant. Dans ton intervention sur la prise de fonction managériale, il y a un socle dont tu parles qui est la connaissance de soi finalement, et tu parles notamment un peu des biais qu'on peut avoir, des biais cognitifs. Comment tu les as abordés, toi? C'est quelque chose que tu as découvert avec le temps ou tu as été conscient rapidement de cet aspect-là? Quand on parle de bien se connaître, ça me paraît assez essentiel, et c'est là aussi, là où le bas blesse, ou là où il y a encore des trous dans la raquette, c'est qu'on demande à des hommes et des femmes d'être managers ou d'être en responsabilité, sans s'assurer qu'elles sont complètement alignées avec ce qu'elles sont elles-mêmes. Et ça, je pense que les personnes qui décident de mettre ces personnes en place oublient quelque chose de très important. C'est pas de la faute à la personne qui a été mise en place, c'est de la faute aux personnes qui ont décidé d'embaucher. Tu vois, c'est comme on reproche à un entraîneur ou à un manager des mauvais résultats. Bon, on peut embarquer un conseil de surveillance ou un président qui a fait le choix de ces personnes-là. On reproche souvent les mauvaises performances de joueurs. On peut reprocher aussi à l'entraîneur ou au manager qui a choisi la composition, la performance. Quand on parle de biais cognitifs, on parle de avoir réussi à comprendre d'où on vient, par quoi on a été alimenté, qu'est-ce que l'on a reçu, direct ou indirectement, de manière verbalisée ou non verbalisée, des intergénérationnels, de notre histoire de famille. Bien sûr, de notre histoire ensuite relationnelle et sociale avec nos amis, avec nos amours, avec nos emmerdes, nos réussites, nos joies, et de voir quel impact ça a et quelle description on arrive à faire un peu de soi sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce que l'on veut, ce que l'on veut pas, ce que l'on sait faire, ce que l'on sait pas faire, ce que l'on aimerait bien faire, ce que l'on imagine savoir bien faire alors que non, ce que l'on pense ne pas savoir faire alors que si, etc., etc. Donc ça, c'est ce que j'appelle ces biais cognitifs qui demandent à réfléchir beaucoup sur soi. Moi, j'ai été voir des psys plus tard, où j'ai redétricoté mon histoire familiale, mes faiblesses, mes peurs. Je suis quelqu'un qui est très, très gueulard et en même temps très, très, très câlin. Donc très gueulard, ça peut être totalement inapproprié, voire faire peur. Très, très câlin, ça peut être aussi inapproprié parce que les gens peuvent se dire qu'est-ce que c'est que cette relation positive alors qu'on ne se connaît vraiment pas. Je me suis rendu compte, j'avais 35 ans ou 40 ans, ça. Alors que je l'ai porté depuis toujours. Et depuis toujours, on m'a dit que j'étais... Mon grand-père maternel m'appelait Totoche la ferraille, donc ce gros râleur qui suçait son pouce. Donc ça fait partie de ces biais cognitifs, cette connaissance de soi, cette analyse que l'on sent forcément entamer une analyse. Elle est aussi loin, mais déjà un premier niveau. Mais un premier niveau qui permet quand même de pouvoir après être en relation avec les gens et de pouvoir dire, voilà, je décèle ça, je comprends ça, je ressens ça, de le partager à l'autre. De le partager, ça veut dire que tu ne le juges pas. Donc souvent, les gens, quand ils ne se sentent pas jugés, ils s'ouvrent beaucoup plus. De pouvoir aussi dire, on différencie le côté professionnel et le côté personnel, ce qui permet de pouvoir parler aux gens avec un certain temps, un certain ton et avec des certains mots, sans qu'ils ou qu'elles se sentent accusés ou jugés en tant que personne. Voilà, c'est de tout ça dont je parle quand je parle des biais cognitifs et de l'importance que les personnes qui ont des équipes en responsabilité doivent mettre sur ce point pour elles, les personnes en première, et évidemment pour l'équipe. Ouais. Tu conseillerais quoi à une équipe justement dans une entreprise? C'est de faire ce travail ensemble et d'échanger. Il y a des modèles qui existent, des frameworks comme DISC ou le MBTI, des choses comme ça qui peuvent aider. Alors, c'est de formaliser quelque chose, de vraiment écrire des choses. Je pense qu'il faut essayer de simplifier les supports qui existent, qui sont très intéressants, mais quand on voit les MBTI, c'est très intéressant, mais on peut s'y perdre. Et puis au final, on peut se dire qu'il y a tout, donc tout le monde est au milieu de tout. Donc je crois qu'il faut réussir à simplifier, pourquoi pas même essayer de co-construire avec ces équipes quelles seraient les X aux questions ou la telle méthodo pour que chacun puisse répondre à la fois à des questions personnelles et répondre à sa manière dont elle a de voir les autres. Je pense que ça, c'est du travail qui doit se faire avec de la revoyure et une récurrence. C'est pas un truc qu'on fait en one-shot sur un team building après avoir fait un super repas et pourquoi pas une énorme soirée. Et le lendemain, on se dit qu'on s'aime et qu'on s'adore. Et 3 semaines après, il peut y avoir encore des douleurs, des difficultés pour les uns ou pour les autres qui ont encore plus de difficultés à pouvoir aller en parler parce que si je dis que ça ne me va pas alors qu'il y a 3 semaines, c'était super. Donc je pense que c'est quelque chose qui est dans le temps. Je pense que c'est quelque chose que les managers
ou les chefs d'équipe doivent faire, ça veut dire qu'ils doivent ne pas être que sur le terrain, ça veut dire qu'ils ne doivent pas être que sur l'opérationnel, mais qu'ils aient un vrai espace dans leur emploi du temps pour pouvoir faire ce suivi-là. Ça veut dire qu'il va y avoir aussi un double travail, un travail très individuel et un travail collectif. Attention à tout ce qu'on peut imaginer du collectif, qui peut être écrasant, qui peut faire peur et qui peut rendre des personnes dans un état de stress et dans un environnement anxiogène. Quand le groupe vit, on peut oublier certaines personnes et on peut passer à côté de beaucoup de mots, MAUX, beaucoup de difficultés, beaucoup de fêlures. Parce que le groupe embarque et écrase chacun. Donc pour moi, c'est évidemment de travailler sur des choses qui existent et essayer peut-être de les adapter à son environnement, à son équipe. Co-construction, on le fait ensemble. Un vrai travail de suivi, ce qui demande aux responsables d'avoir du temps dans son planning pour ça, et donc d'être sorti du côté opérationnel, et puis de montrer que les personnes individuelles sont hyper importantes, c'est pas de l'individualisme, ou c'est pas être égoïste, et que tout ça, ça doit servir au collectif. Tu parlais un peu plus tôt des différents styles de leadership. On pourrait rattacher ça à différents styles de management. C'est ça, oui. Et t'en as qui vont être très plus gueulards, d'autres qui vont être beaucoup plus discrets, mais qui vont quand même réussir à emmener les gens. Pour toi, il y a un travail de formalisation de son style de management à faire et à partager à son équipe? La formalisation, de manière générale, pour moi, elle est essentielle. Alors, qu'est-ce que j'entends par formalisation ? Quand on prend une équipe de rugby, on décide de jouer de telle ou telle manière, on travaille sur le plan de jeu. Pour moi, le plan de jeu, il doit être travaillé avec toute l'équipe encadrante. Le manager qui est le plus haut passé, il n'est pas là pour dire on va faire comme ci et comme ça, et toi, tu vas le mettre en œuvre. Donc déjà, de formaliser, c'est tout de suite s'ouvrir aux autres dans la co-construction et partager. La formalisation, c'est aussi formaliser les fonctions et les champs d'action des uns et des autres. Le manager a plus de responsabilités, donc il a le dernier mot, il a cette capacité de pouvoir arbitrer, il a ce pouvoir de décision sur telle ou telle chose. Quand c'est formalisé, c'est écrit noir sur blanc et signé par tout le monde. Personne ne peut dire « Ah ouais, mais j'avais pas compris ça, mais c'est pas ce qu'on s'était dit. » Si, c'est ce qu'on s'était dit, page 4. Ouais, mais je suis pas d'accord parce que on avait dit qu'on pouvait discuter. Bah oui, mais de formaliser des comptes rendus peut montrer qu'il y a eu 5 réunions sur tel sujet et au bout des 5 réunions, il a été choisi de faire comme ceci et comme cela. Et moi, comme on avait 3 ou 4 possibilités, en tant que manager, j'ai décidé de prendre ce choix-là et j'attends de tout le monde qu'on l'applique. Donc de formaliser, moi je suis même un peu jusqu'au-boutiste. Je suis un passionné des comptes rendus immédiats et à chaud, des comptes rendus dans lesquels il y a des questions et dans lesquels il y a des demandes concrètes faites pour que ce compte rendu soit évidemment lu. Et c'est un peu notre to-do list, notre to-do list collectif. C'est activable. C'est pas juste un truc qui a été fait et finalement se rendre compte que personne ne l'a lu. Donc ça demande évidemment aussi un suivi. Ça revient en fait que le manager ou le responsable doit avoir du temps pour pouvoir faire ça. S'il est que sur le côté opérationnel, il n'a pas le temps de faire attention à chaque individu. Il n'a pas le temps d'écrire un compte-rendu, de suivre qu'il a bien été lu, de suivre que les actions ont été bien réalisées. Il n'a pas le temps et on se retrouve avec parfois 450 actions qui n'ont jamais été réalisées, où on ne sait même plus qu'est-ce qui avait été décidé, qui devait le faire. Et là, c'est un vent de panique qui est absolument considérable. Donc oui, formaliser, pour moi, c'est pas du flicage. C'est pas dire que les gens sont enfermés. Formaliser, c'est réellement dire, voilà le cadre dans lequel on est. Ça permet à chacun d'être très rassuré. Je te parlais du cadre personnel dans lequel j'étais. Très rassuré. Et donc, quand on est très rassuré, on est en confiance. Quand on est en confiance, on est en action. Et donc, après, les gens sont en permanence à pouvoir naviguer à l'intérieur. Ça veut dire qu'on peut se planter sans imaginer qu'on va se faire détruire par le feedback. Ça veut dire qu'on peut proposer sans à chaque fois se faire fermer le claquet. Ça veut dire qu'on est responsable. Et comme on est responsable, si ça marche, on peut être valorisé verbalement, financièrement, etc., etc. Donc, ça me paraît quand même très intelligent. Tu as déjà eu des joueurs ou des membres de ton staff, de ton équipe, où
disons que toi, tu avais bien compris ton style de management et tu sais qu'en face, la personne, c'est pas ce qu'elle attend. Il y a des personnes qui vont attendre un style de management très confrontant, d'autres pas vraiment. Tu vois, tu parlais du feedback. Il y a des gens qui aiment un feedback très, très direct. Il y en a qui aiment bien quand c'est un peu plus policé. Comment tu t'adaptes, entre guillemets, par rapport à ça? Enfin, comment tu vois les choses? Comment s'adapter pour que, à la fois le cadre, partagé par tout le monde, sous-entendu, enlever les sous-entendus et être Ouais. certain que c'est bien compris. Donc là aussi, prendre le temps de reformuler, de le redire, de le réexpliquer, voire de l'amender et de le corriger. Je disais aussi que ça demande un regard très individuel. Donc quand dans un cadre, il est plutôt dit qu'on doit se parler de manière non agressive et que les feedbacks, on les fait plutôt à 48 heures pour éviter le trop-plein d'émotions à chaud, alors qu'à l'intérieur de ton équipe, tu as des personnes géniales qui ont besoin immédiatement, l'action réalisée, d'avoir un feedback et de pouvoir discuter en étant bien engagé. Eh ben, il faut que dans le rapport interpersonnel, il y ait des moments qui répondent à ce besoin individuel. On est en collectif, on peut discuter, surtout ne pas forcément être d'accord, mais on est obligé d'avoir un ton et de laisser un peu de temps pour le partager. Mais toi, tu as besoin qu'on puisse un peu se friter et à chaud tout de suite revenir sur ce qui s'est passé. Et ben, à chaque fois, il y a cet espace de 5 minutes où ça existe. C'est 5 minutes. Ok. Dans un restaurant, dans une brigade, en plein service, il y a plein de dysfonctionnements. Si le manager passe à côté de celles et ceux qui seraient responsables de salles, de serveurs, de cuisiniers ou d'assistants cuisiniers, à côté de faire des retours en live sur un dysfonctionnement, le dysfonctionnement peut devenir énorme à la fin. Donc il faut qu'il y ait cet espace-là. Mais quand on sait qu'il y a plusieurs personnes qui, en plein service, qui sont déjà dans le jus, la moindre remarque un peu difficile ou le ton un peu autoritaire va les faire encore plus paniquer. Donc il faut qu'il y ait une adaptation interpersonnelle, quoi. Ok. Ouais, faut individualiser. Il faut qu'il y ait cette individualisation à l'intérieur du collectif. Le tout collectif, ça n'existe pas. Les psychanalystes disent que le consensus collectif n'existe pas. Donc rêver que tout le monde soit d'accord et que tout le monde dise « Ok, on y va », ce n'est pas possible. En revanche, que tout le monde ait pu discuter, quand bien même il y a encore des frustrations, voire des désaccords, mais que tout le monde soit aligné pour dire « Ok, c'est ça qu'on a choisi », c'est plus réel, ça. Ouais. Quand on est à un poste de manager, et notamment qu'on choisit qui va rejoindre une équipe, on peut tomber dans un travers qui va être du coup de ne pas recruter des personnes qui vont pas rentrer dans son style de management, quoi. Alors en fait, du coup, on se prive de peut-être des personnes, si on a un style de management qui est pas du tout dans la confrontation, et que du coup, toutes les personnes qui sont un peu pushy, on se dit, en fait, je vais pas réussir à lui apporter cette confrontation, ou alors simplement, je veux pas être embêté par ça. Mais on va peut-être perdre, si on prend un joueur, quelqu'un qui, sur le terrain, quand ça va pas, va remonter tout le monde, tu vois, on va peut-être perdre une complémentarité dans son équipe. Tu as déjà vécu des choses comme ça? J'ai vécu des choses autour de ce sujet de la complémentarité, de la constitution des équipes, donc le recrutement, qui est un sujet central dans le monde de l'entreprise, mais qui est un sujet central, par exemple, dans le monde du sport. Je suis convaincu, de manière absolue, peut-être même un peu excessive, que le pluralisme, la diversité, les différences entre les personnes enrichit le collectif. J'en suis convaincu par l'expérience vécue, où j'avais dans mes équipes plusieurs morphotypes répondant à plusieurs actions, plusieurs origines. Il y avait entre 6 et 10 origines différentes, donc avec culture, mœurs, convictions, manière d'être, biais cognitifs différents, et personnalités différentes. Introverti, leader, gueulard, consensuel, déconneur, sérieux. Et je suis convaincu que c'était la capacité à les faire vivre ensemble qui nous a amenés au Stade Français pendant un long moment à performer. L'uniformisation, l'aseptisation, le rendre tous un peu pareil. Alors oui, ça peut être très confortable pour des responsables d'entreprise qui vont certainement être les premiers à s'étonner, mais pourquoi ça ne me marche pas, pourquoi on n'est pas plus concurrentiel, pourquoi on se fait toujours dépasser par telle ou telle autre boîte à côté, en n'arrivant pas à remettre en cause le fait que si tout le monde se ressemble alors que
dans ce monde incertain, volatile, ambigu, etc. Mais aussi monde marrant, excitant, qui permet tout, qu'il faut donc qu'il y ait une représentation des différentes forces en présence. On n'y arrive jamais. Donc, au Stade Français, il y avait cette diversité absolue, totale, peut-être poussée même jusqu'au bout. Ok. Quand j'étais à Agen en tant que manager, j'avais un entraîneur des trois quarts qui était très sûr de lui dans le bureau staff, mais très pudique face à la presse, face à l'extérieur. Okay. Et donc, j'ai été à un moment donné obligé de lui dire « Écoute, c'est chiant parce que tu as tellement de certitudes au quotidien qui me portent, que je trouve intéressantes, que je ne comprends pas pourquoi tu es aussi effacé et pourquoi tu ne prends pas plus de place quand on est vers l'extérieur. » Et j'avais un entraîneur des avants qui était beaucoup plus pudique, qui était beaucoup moins dans la certitude du bureau, alors que quand il était sur le terrain, là, pour le coup, il était assez certain. Et donc, finalement, je m'étais rendu compte qu'entre eux, ils avaient du mal à communiquer, parce que l'un disait que l'autre était donneur de leçons, et l'autre disait que finalement, on ne pouvait jamais discuter parce qu'il n'y avait pas d'espace. Et moi, j'étais toujours en tant que manager à faire un peu le lien entre les trois, donc à dire, voilà, j'aimerais bien avoir ton avis, et toi, est-ce que tu peux me donner ton avis ? Non, mais là, tu ne m'as pas donné ton avis, tu es en train de dire que tu n'as pas envie de le donner parce que tu n'as pas envie de recevoir en retour. Donc ça, j'ai été confronté plutôt en tant que manager à devoir longuement suivre des différences de personnalité qui étaient assez incompatibles. Et donc, j'ai réussi à dire, OK, votre incompatibilité de personne, entre guillemets, je vais dire qu'on s'en fout. En revanche, je veux travailler sur votre compatibilité de travail. Et la compatibilité de travail, là, pour le coup, était très forte puisqu'ils travaillaient beaucoup. Ils étaient passionnés par leur domaine de compétences. Et dès qu'on parlait d'équipe, pour le coup, là, les langues se déliaient. Donc, je leur ai dit, on reste focus sur ça. Ça tombe bien parce que c'est notre boulot. Et le fait que vous appréciez à côté, ou les personnalités que vous n'avez pas spécialement envie de boire ensemble des coups ou de manger ensemble, eh ben, on s'en fout. Et ça a super bien marché parce qu'il y a eu 3 finales. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que nous, alors, on est une petite équipe chez Maggie, mais tu vois, on a vu quelqu'un il y a quelques jours là, dans un process de recrutement, qui a vraiment énormément confiance en lui et qui l'affiche beaucoup. Et ça nous bloque, parce que notamment, on se dit que ça ne va pas fitter avec le reste de l'équipe, qui ont confiance en eux, mais qui sont beaucoup plus humbles dans la manière de l'apporter. Toi, tu dirais qu'en fait, parfois, il faut dépasser ce côté... faut créer un peu cette complémentarité en dépassant un peu un instinct aussi, parce qu'on a tendance à recruter des personnes qui sont un peu comme nous, ou en tout cas, ou qu'on imagine bien rentrer dans un modèle, quoi. Le biais cognitif, c'est ça. Ouais. Tout à l'heure, on parlait de qu'est-ce qui nous alimente. Le biais cognitif, c'est de trouver une personne absolument géniale, alors qu'on sait que professionnellement, elle n'est pas bonne, mais sur tel ou tel sujet, elle a tellement été solidaire avec nous qu'on la trouve super. Et donc, on pourrait se dire, cette personne étant super, on est en train de parler de boulot, et au lieu de rester concentré en tant que responsable, dirigeant ou manager sur le boulot, on passe à côté parce qu'en fait, on est sur le biais cognitif qui est positif pour le coup, qui est positif, négatif, et évidemment à l'inverse. De discuter qu'avec des personnes qui nous ressemblent ou qui nous correspondent, là aussi, c'est très facile, mais c'est une paresse intellectuelle immense. Donc, je crois que quand on est dirigeant, on doit créer ces oppositions de style ou ces différences de personnes, mais on doit préparer ce qu'on est en train de créer. On doit prévenir les équipes en place. Et plus les structures se développent, plus il y a de monde, et plus la complexité relationnelle, plus les jeux de pouvoir à l'intérieur des services sont immenses. Donc le manager est évidemment le responsable, le dirigeant est évidemment prépondérant pour en permanence s'assurer à ce que les choses soient les plus fluides possibles. Donc je pense même que c'est pas qu'on doit réfléchir s'il faut le faire ou il ne faut pas le faire. Je pense que le très haut niveau, souvent la théorie dit qu'on est proche du chaos. Le très haut niveau, si je prends plutôt le sportif ou la sportive, elle est en très 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 bonne forme physique. Mais quand on est en très très bonne forme physique, on est toujours sur la ligne et on tombe très rapidement malade dès qu'on enlève 3-4 entraînements ou dès qu'on se repose 2-3 jours. On a une angine, on se bloque le dos. Donc je pense que le très haut niveau, c'est toujours être sur vraiment un fil de l'excellence absolue, maîtrise psychologique, physique, relationnelle, cognitive, etc. Et en même temps, on est aussi dans des moments de très grosse fragilité parce qu'on pousse très très fort les curseurs. Donc pour les équipes, c'est la même chose. Quand on veut performer, je pense qu'il faut arriver à monter très très haut ces curseurs,
mais sans dépasser les lignes, ou en tout cas les dépasser trop vite. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi accepter qu'il y ait du conflit. C'est-à-dire que de faire bosser des personnes ensemble en sachant qu'il y aura du conflit, mais qu'on va essayer, un peu comme ce que tu disais plus tôt, de le prévenir, de l'encadrer, mais on accepte quelque part qu'il va y avoir du conflit et que ça va apporter aussi de la richesse, quoi. S'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de réelle relation. Après, il faut déterminer ensemble ce que l'on accorde dans le conflit. Oui, le niveau de... Le conflit, est-ce que c'est l'histoire être en de curseur. désaccord et on a le droit de froncer un peu les yeux, de monter un peu le ton? Est-ce que le conflit, est-ce qu'on a le droit de se lever, gesticuler et de se mettre à gueuler? Est-ce que le conflit, c'est on a le droit de ne plus du tout se parler et de se faire des coups bas? Le conflit, c'est est-ce qu'on a le droit de dire je peux pas discuter de ça tout de suite, il faut qu'on le décale? Donc, pour moi, le conflit est obligatoire et nécessaire. Il doit être mis dans un cadre, et là aussi, extrêmement encadré, donc suivi. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir des sanctions si le cadre n'est pas respecté. Ça revient au manager, ça revient aux dirigeants. Mettre un cadre avec éventuellement des sanctions qui ont été en plus co-construites, mais qui ne sont jamais appliquées, c'est un discrédit pour l'ensemble de la structure, un discrédit pour l'ensemble des dirigeants ou du manager. Donc oui, c'est évidemment créer les conditions pour que les gens puissent être certains qu'il y a une place pour le désaccord. Okay. Et donc le conflit. Ok. Un sujet qui est un peu lié, sur lequel j'aimerais bien avoir ton avis, c'est sur le côté cohésion d'équipe et notamment sur la motivation. Pour toi, c'est quoi les leviers justement que tu peux et que tu dois activer en fait une fois que tu es devenu manager et que tu dois gérer une équipe pour t'assurer que cette équipe elle fonctionne bien, qu'il y ait de la cohésion et surtout qu'elle soit motivée et qu'elle s'aligne sur un objectif dans la durée, quoi. Il y a deux choses. Il y a l'objectif et comment on choisit un objectif. Est-ce qu'on le choisit ou est-ce qu'on doit répondre à un objectif qui nous est donné? Et il y a l'ensemble des outils motivationnels qui permettent au vivre ensemble et à mettre en action tout ce que l'on doit mettre en action pour répondre à l'objectif. On va partir un peu du macro pour le micro. L'objectif, souvent, c'est donné par le président ou par un conseil de surveillance. Il faut être dans les 6 premiers du top 14, il faut être champion de France, il faut se maintenir dans telle division, il faut faire tant de chiffre d'affaires, il faut avoir un EBITDA à temps et il faut prendre telle part de marché. Quand on est manager, les premières discussions qu'on doit avoir, c'est avec ses dirigeants. Pour être certain qu'en tant que manager, on valide d'une part les objectifs qui nous sont donnés, et si on les valide, la temporalité et les moyens qui nous sont alloués pour pouvoir répondre à ça. On passe souvent à côté de cette étape fondamentale. Le manager oublie, parce qu'on lui propose un gros poste de manager qui va lui faire gagner plus d'argent, qui va le mettre plus au devant de la scène, de s'assurer qu'il aura les outils, les moyens, et s'il est en phase avec l'objectif. Donc ça, c'est sur l'objectif global. Quand on est un manager d'équipe de rugby ou un manager d'un service, l'objectif, c'est toujours très bien et très important de rappeler l'objectif du projet club ou du projet de la société. Ce qui peut être différent du projet d'équipe, de l'objectif d'équipe, ou du projet ou de l'objectif du service. Mais qui doit toujours répondre à l'objectif qui est au-dessus. Donc, je pense que c'est toujours très intéressant de pouvoir faire un travail d'étape avec ces équipes pour dire « je vous demande de travailler entre vous, par groupe, pour quel serait l'objectif pour vous cette saison ». Et qu'ensuite, ils en parlent et qu'ils donnent l'objectif qu'ils ont donné. Déjà, dans le groupe, tu peux te regarder si les objectifs sont les mêmes ou s'il y a des désalignements. Et puis, tu le confrontes avec l'objectif que tu avais toi ou que tu avais décidé avec ta direction. Et hop, tout ça, tu resynchronises. Et donc, ça permet de dire, oui, nous voulons être dans les 6 premiers, mais on sait qu'il y a un premier objectif dans la première phase, c'est d'être invaincu à domicile. Et dans la deuxième phase, de vouloir aller chercher X victoires qui nous permettra d'être dans les 6. Donc, parce qu'on rentre tout de suite dans le moyen, les moyens et le chemin qui va être à parcourir. Donc ça, c'est différenciation entre objectif de structure et objectif d'équipe. Et ensuite, la motivation, on revient, je crois, une fois de plus à la même chose. Les gens ne sont pas motivés par les mêmes choses. Certaines sont motivées par l'argent. C'est pas un tabou, ça ne doit pas être un tabou.
D'autres sont motivés par les conditions de travail. Ça ne doit pas être un tabou, et ce n'est pas un tabou. D'autres sont motivés par le sens que le boulot a. La plupart sont motivés par un peu tout ça. Donc, de travailler sur la motivation, c'est de bien analyser les moyens qu'on a à disposition et voir si ça correspond au plus grand nombre. Et s'il y a des sujets individuels, voir si, sans dérégler le template collectif, on peut éventuellement ajuster. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour être motivé, il faut sentir qu'on sert à quelque chose. Donc, je crois que le sujet de la délégation est extrêmement important. Dans les entreprises, on délègue souvent des tâches, des missions. On délègue beaucoup moins des responsabilités. Et donc, je suis certain que de pouvoir aller sur de la délégation de responsabilités, c'est un outil motivationnel extrêmement fort. Bien sûr, celui-là doit être encadré pour que la personne ne soit pas en panique et ne se dise pas que finalement, elle va crouler sur quelque chose qu'elle ne pourra pas délivrer. Donc, ce sujet de la délégation de tâches, missions et de responsabilités est un outil très important. Toujours sur le côté motivationnel, le manager, le chef d'équipe, il doit être entraînant. Souvent, on revient à dire, l'entraîneur, il est là pour entraîner. Entraîner, s'il y a un côté de mise en action, de mise en avant. Donc, il faut savoir, quand on est manager ou entraîneur, si on a ce biais cognitif ou cette personnalité qui nous fait être entraînant par notre manière de sourire, notre manière de parler, notre manière d'expliquer, notre manière de dire bonjour tous les matins avec des yeux un peu baissés, sans trop regarder vraiment la personne. C'est pas la même chose qu'un vrai bonjour en regardant droit dans les yeux, sous-entendu, ok, on se voit tous les deux, et puis on essaie de voir si on va bien, on va pas bien, on se connecte. Oula, t'as des petits yeux, tu veux qu'on en parle? Non, t'as l'air super en forme, c'est chouette, ça fait du bien. Donc, il faut qu'il y ait un suivi. Une fois de plus, pour garder de la motivation dans ces équipes, il faut que le responsable ou la responsable, le ou la manager, puisse avoir du temps pour s'assurer et suivre l'état de cette motivation. On le fait dans le monde du sport, on peut le faire dans le monde de l'entreprise, écrire un tout petit doc que l'on met accessible sur son téléphone, évidemment confidentiel pour chacun, que le manager reçoit avec bien dormi, pas bien dormi, me sens en forme, pas bien en forme, ça va bien chez moi, ça va pas bien. On met une note entre 1 et 5. 1, c'est vraiment pas bien. 5, tout va très bien. Et tous les matins, le manager regarde sur ces 3, 4, 5 questions l'état de forme de ces personnes et individuellement peut y revenir en disant tiens, j'ai vu que c'était un peu compliqué à la maison. Je suis à disposition si tu as besoin d'en parler. Si je peux être une aide, je suis là. Bien sûr, ne pas être intrusif et ne pas heurter la personne. Mais d'avoir cette indication-là, je redis, ça doit être évidemment anonyme. Tout le monde ne peut pas avoir accès à ça. Dans le sport de haut niveau, tu fais ça quotidiennement? Toi, tu as fait ça quotidiennement dans les équipes? Alors moi, non, parce que ce n'était pas encore en place. Maintenant, les équipes, tous les jours, les joueurs remplissent ces questions-là. Et tous les jours, les préparateurs physiques ont le rapport avec, en fonction du total, une couleur un peu vert, orange, rouge. Vert, tout va bien. Orange, hop, tiens, ça veut dire que je dois prendre le temps d'aller voir machin ou machine pour dire... t'as mal au dos, qu'est-ce qui se passe? Donc il faut te sortir de telle séance ou de telle activité, ce qui permet de prévenir la blessure, par exemple. C'est hyper intéressant. Nous, on le fait avec les équipes au mois. Tu penses que c'est trop peu? Je pense qu'au mois, c'est trop peu, sauf en fonction d'une programmation d'activité qui, là aussi, a été bien définie en amont. Je m'explique. En début d'année, on sait quel boulot on va avoir, et la programmation, on sait aussi que potentiellement sur telle période, à tel moment de l'année, c'est plus ou moins chargé, très intense, moins intense, etc., etc. Je pense que d'augmenter ces prises d'informations dans des moments très intenses ou de charge de travail très importante sur plusieurs semaines ou sur un trimestre, le mois me paraît trop long. Il faut que la semaine soit là. Peut-être pas journalier, mais au moins que la semaine soit là. Quand on est dans des moments où on sait que l'activité, elle est plutôt sur du développement, où les gens ont un peu plus de temps pour remettre du tri dans leurs choses, ou que l'activité, de toute façon, par rapport à ce que l'on a à aller chercher, est plus relaxe, voilà, peut-être éloigner un petit peu ces prises d'informations. Je pense qu'il faut savoir s'adapter. Le très haut niveau, sportif ou entrepreneurial,
Je parlais tout à l'heure qu'on était proche du chaos, c'est-à-dire cette limite dont on doit faire très attention. C'est aussi une très grosse capacité d'adaptation et d'agilité. Ouais. J'ai une dernière question à te poser qui est plus sur justement... tu as déjà eu, toi, des équipes où tu n'as pas réussi à faire prendre la mayonnaise d'un point de vue collectif et qu'est-ce que tu as mis en place où tu vois deux personnes en conflit total est-ce que ça t'est arrivé? Ma première expérience à Agen en 2012, je prends un groupe qui avait eu le même staff pendant longtemps. Le vestiaire ne s'entend plus bien. Et j'arrive dans un collectif qui n'est plus du tout synchronisé entre lui et même. La méthode pour ça que l'on adapte est une très grosse ouverture de discussion, de co-construction, pensant que ça allait répondre à ce dysfonctionnement et cette divergence. Et finalement, ça a encore plus noyé les personnes. Ça a accéléré l'explosion du vestiaire. Donc ça n'a pas du tout marché. Alors que pourtant, ça répondait par rapport aux entretiens individuels et par rapport à ce que le groupe faisait ressortir, on en a marre de ne pas avoir notre mot à dire dans la manière de jouer, on en a marre d'avoir un mode de management extrêmement directif et extrêmement dur. On a tout ouvert en ayant quand même des heures précises, en ayant des sujets précis, mais on a tout ouvert et le boomerang a été contre nous puisque ça a fait exploser et ça a encore plus amené de rapidité à l'explosion du vestiaire. Ça, c'est la première chose. C'était en 2012. Cette difficulté d'aligner les groupes, c'est plutôt maintenant dans mon rôle de directeur général, entre un responsable du sportif pour l'association et le responsable du sportif pour l'équipe professionnelle, entre des dirigeants pour la structure professionnelle par rapport à ceux qui sont sur l'association. D'arriver à synchroniser, c'est compliqué. J'ai un bon outil qui est le comité de pilotage. C'est pas un conseil de surveillance où il y a un peu que les grands ou grandes sages. Le comité de pilotage, c'est réunir les parties prenantes des différents organes ou des différentes unités d'une même organisation pour être en responsabilité et de tâches, et de stratégie, et de décision. Ça, vous avez entendu, dans un club de rugby, on développe la formation. La formation, c'est sur les catégories jeunes. Les catégories jeunes, elles appartiennent à l'association. Alors que le financement pour tout ça, c'est plutôt la structure professionnelle qui gère l'équipe senior. Et il y a souvent beaucoup de tensions. Parce que déjà, les gens ne se parlent pas. Quand tu mets dans la même salle les deux présidents et des pros et de l'association, les deux responsables sportifs et des pros et de l'association, tu te rends compte que tu arrives à parler du sujet de la formation ensemble. Chacun donne son avis. Chacun comprend quel est le budget, où est-ce que les financements sont trouvés. Et donc, chacun peut donner son accord ou son désaccord. Et quand tu ressors de ça, bah, ça va à une vitesse gigantesque pour que le projet se mette en place. Donc, les comités de pilotage, il y a un côté beaucoup plus opérationnel que les conseils de surveillance qui ont un rôle stratégique. Là, pour le coup, pour les responsables, il faut rendre opérationnels les moments de partage. Ok. Hyper intéressant. On pourrait parler pendant des heures. Je propose qu'on conclue là-dessus. Merci beaucoup pour... Merci à toi.